L'invité régional, Michel Picard. C'était il y a 80 ans, la libération de Lille. Bonjour Alain Cadet. Bonjour. Journaliste, vous avez été réalisateur de films documentaires, passionné d'histoire. Vous documentez d'ailleurs sur votre blog cet anniversaire de la libération, un blog facile à retrouver sur les moteurs de recherche, Alain Cadet blog par exemple. Alors, fin août, début septembre, qu'est-ce qu'il s'est passé précisément ici ? Alors, fin août, ce qui résulte du débarquement commence à se faire sentir sur la région du Nord. Et ici, à Lille, ce sont les troupes anglaises qui montent vers le Nord. Les troupes allemandes sont sur le repli. Et Lille va être emportée dans ce mouvement de recul avec une troupe alliée qui avance et une troupe allemande qui recule. Et la question se pose de savoir que doit faire la garnison lilloise dans une telle situation. Et alors justement, puisque la question se pose... La réponse est un peu évidente, c'est que la garnison lilloise risque d'être encerclée, fait que les hommes soient faits prisonniers. Il y a eu quelques prisonniers, mais pas de régiment, pas des milliers et des milliers de prisonniers. Donc, elle décide de s'en aller, de reculer, sauf les éléments les plus radicaux, avec une idéologie nazie, qui vont s'emparer des résistants enfermés à la prison de Loos et les déporter. On va en déporter 871. C'est le fameux épisode du train de Loos. Le train de Loos, et il y en a un peu plus de 500 qui ne reviendront pas. Les premiers signes de la retraite allemande sont donc apparus fin août, avec des mouvements de convoi. Dès le 30, il y a quelques unités allemandes qui se replient dans l'ordre, je veux dire. Et sur la région, des mouvements de convoi allemands sur les routes reliant Paris à la Belgique via Valenciennes, Maubeuge. Est-ce que la population réalise ce qu'il se passe ? Oui, je crois, oui. Ils sentaient que c'était la fin ? Oui. Ouais. Ils attendaient cette libération. Une période d'occupation d'un peu plus de 4 ans, tout de même, ça évidemment laisse des traces de... Qu'est-ce qui, selon vous, a été le plus marquant ? Pendant l'occupation, Lille est quand même un nœud ferroviaire. C'est un lieu de production industrielle. Donc, c'est quand même un endroit qui est menacé par l'aviation anglo-américaine pour gêner les approvisionnements et puis empêcher la production au service de la guerre et des armées allemandes. Donc, la résistance va donner des renseignements sur ce qui est intéressant de frapper pour gêner l'Allemagne. Est-ce qu'on peut dire que Lille était une sorte de forteresse ? Non, parce qu'elle est plus... Parce qu'en 14-18, vous avez les murs, etc. Et donc là, Lille est ouverte. Il n'y a plus de... Lille, c'est un centre névralgique. Il y a toutes les voies de chemin de fer passent par Lille. Et en 1940-45, le transport par voie de chemin de fer, c'est quand même le transport le plus important. Les camions, c'est encore marginal. Vous avez évoqué à l'instant 14-18. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre cette période dont on parle, la libération, et donc la fin de l'occupation allemande, et puis 14-18 ? Certainement, puisque en 14-18 comme en 40-44, un certain nombre de mouvements de résistance vont naître, vont faire du renseignement, vont gêner l'occupant, même en... La différence, c'est qu'il y a quelques soldats qui vont être attaqués physiquement en 40, ce qui ne sera pas le cas en 14-18. Donc la résistance est une épine dans le pied de l'occupant, qui d'ailleurs va déployer sa police politique
la plus connue étant la Gestapo, pour essayer d'éradiquer ces mouvements. Et beaucoup de résistants vont être arrêtés. La Gestapo, dont le siège était... Alors, la Gestapo, c'était à la Madeleine. Le siège, la commandanture, comment je vais dire, là où se trouve le quartier général allemand, c'est à la chambre de commerce, la nouvelle chambre de commerce de Lille. Et alors, parmi les Allemands qui sont passés ici, vous me disiez tout à l'heure, en 14-18, il y a un homme qui est venu ici et qui... Oui, il y a un caporal qui n'était pas très connu, qui s'appelait Adolf Hitler. Il racontait des histoires tellement horribles à sa logeuse de Lille, de l'hôtel de Lille, que ça lui faisait peur, sur des histoires qu'il avait vues à la guerre. Mais c'était un caporal, un petit caporal. Et alors en 40, quand les Allemands reviennent, c'est le chef d'État, c'est le Führer, Adolf, voilà. Vous avez évoqué très rapidement la libération avec les Britanniques, il y avait les Canadiens aussi. Qui sont les libérateurs ? C'est les Américains, c'est les Canadiens. Il y a quelques Français, comme on le sait, puisque Paris a été libéré par la deuxième DB. Ce qu'on appelle les alliés d'une façon générale, mais spécifiquement, dans la région lilloise, ce sont des Anglais. Spécifiquement les Anglais. Ils se repartissaient le terrain. Il y avait les Américains, ils étaient à l'est. Je ne vais pas dire des choses plus précises, parce que je n'ai pas bien étudié le truc, mais je suis sûr que c'était les troupes anglaises ici. Les premiers soldats qui rentrent, étrangers, qui rentrent à Lille, c'est 2 automitrailleuses anglaises qui viennent là parce qu'ils n'ont pas respecté les consignes qui leur étaient données. On leur avait demandé de contourner l'île par le sud, mais les soldats, des fois, ça fait un peu à sa tête, et ils sont arrivés en libérateurs. Les Lillois les ont entourés. Voilà, c'était... on peut dire que c'est la marque de la libération. On dit que la libération, c'est le 3 septembre à 17h, mais à 16h, il y avait déjà ces deux automitrailleuses qui étaient place de la préfecture. Cette libération n'a pas été violente, aussi violente que la prise de l'île. Alors, violente ou pas violente, ça dépend de l'échelle, on mesure. Il y a eu une centaine de morts de chaque côté, ce qui est quand même pas rien, avec des blessés, une soixantaine de blessés. C'est pas rien, mais c'est pas non plus... C'est pas la prise de l'île. C'est pas la prise de l'île. La prise de l'île, il y a des milliers et des milliers de morts. On se bat au canon lourd. Voilà. C'est pas le même genre de combat. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, reste de ces mouvements de résistance ? Parce qu'on sait qu'il y a eu bon nombre de groupes de résistance pendant cette période. Ici, en 2024 ? Oui. En 2024, ils sont presque tous disparus maintenant. Je crois que le train de l'os, il y a 2 personnes, 98, 99 ans. Bois du Nord, je pense qu'il n'y en a plus qu'un qui est vivant. Il habite du côté de Grasse. C'est la fin, quoi. Ils sont rattrapés par l'âge, tous ces gens. Et est-ce qu'il y a une espèce de filiation de la résistance, plus ou moins, les historiens qui en parlent, voilà. Vous venez de citer la Voie du Nord, parce que pour celles et ceux qui l'ignoreraient, tout de même, la Voie du Nord a une histoire particulière. Oui, alors la Voie du Nord a une histoire particulière, puisque c'est un des mouvements de résistance. Elle est fondée par un journaliste qui s'appelle Nathalie Dumez, et un syndicaliste de gauche socialiste qui s'appelle Jules Neutour. Et ils vont, en 1941, sortir un journal clandestin qui va... ils sortent 400 exemplaires, je crois, en 1941, mais ça va monter jusqu'à 15 000. Et à la Libération, ça va devenir un grand journal régional. Plus de la moitié des attentats, des actes de résistance et de sabotage en 41-42 ont été perpétrés dans le Nord-Pas-de-Calais. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce type de réalité au vu de l'Hexagone ?
Les actes de sabotage pendant la guerre. Oui. Alors, il n'y en avait pas tant que ça, parce qu'il y avait des représailles terribles. Vous vous rappelez l'épisode d'Ascq, où ils font sauter... À l'origine, ils veulent se faire sauter un train de marchandises, ça se passe mal. C'est un train de militaires. Et ils font du porte-à-porte pour aller chercher les jeunes hommes. Ils vont je sais plus, je crois que c'est 98 fusillés. C'est affreux. Je suis pas sûr du chiffre. Donc, c'est pas énorme les sabotages pendant la. Alors par contre, juste avant la libération, il y a l'ordre de saboter les voies, d'empêcher de partir, par exemple, le train de l'Os va partir, mais le train d'après partira pas parce que les voies ont été détruites par la résistance belge. Alors, tout mouvement de libération, notamment à cette période, entraîne également des représailles vis-à-vis, par exemple, de celles et ceux qui ont collaboré. Quelle a été l'ampleur de ces représailles ? Il n'y a pas eu... c'est-à-dire que dans les premiers jours, il pouvait se passer des choses tout à fait détestables. Et après, ça a été quand même tout à fait humain. Je dirais même que la volonté du général de Gaulle était de ne pas mettre la France à feu et à sang, et il a plutôt visé à une concorde nationale, plutôt que il y ait une espèce de vengeance de la France résistante contre la France qui a collaboré. Il y a plutôt la recherche d'un consensus. Enfin, me semble-t-il, ça c'est personnel. C'est un avis personnel. Un avis perso, oui. Alain Cadet, je rappelle que vous tenez un blog qui est facilement retrouvable sur les moteurs de recherche en cherchant blog d'Alain Cadet. Vous avez été réalisateur de films documentaires, journaliste, et vous êtes passionné par cette période d'histoire. Si vous deviez garder une image et dire à celles et ceux qui nous écoutent, voilà, la libération à Lille, c'est cette image qu'il faut garder. Alors, des images... j'ai cherché des photos, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en ai mis une sur un article Libération à Lille, où c'est des résistants qui tiennent un carrefour. Par contre, il y a un certain Roger Cadet, aucun rapport avec moi, qui s'est baladé pendant 3 jours et qui a fait plein d'images avec sa caméra. Et l'INA a mis sur son site un film à partir de ces images-là. C'est très intéressant. On voit la liesse des gens qui sont contents. On voit des gens passer avec des drapeaux. On voit des drapeaux français à toutes les fenêtres, etc. Donc c'est quand même la libération, c'est un soulagement quand même. Ça a été certainement une journée très importante pour tous ceux qui l'ont vécu. Est-ce que la mémoire est suffisante aujourd'hui ? La mémoire n'est jamais suffisante. Mais, ce qu'on disait tout à l'heure, dans les chiffres pairs, on parle beaucoup des événements. Donc là, 80, un chiffre avec un 0, Lille, ça devient très important, 80e anniversaire. Après, le reste du temps... si, il y a des choses qui se font, il y a des cérémonies mémorielles, etc. Mais je ne suis pas sûr que ces périodes douloureuses des 2 guerres aient tout à fait l'importance dans les jeunes générations que celles qu'on pourrait souhaiter qu'ils aient. Vous savez ce que disait notre ami Winston Churchill, un pays qui a oublié son passé n'a pas d'avenir. C'est un peu inquiétant. Alain Cadet, il nous reste très peu de temps. Une chose qu'on n'a pas du tout abordée, c'est le fait que la ville de Lille occupée était rattachée, donc colonisée par les nazis pendant donc plus de 4 ans. Eh bien, elle était également rattachée à la Belgique. Oui, c'est ça, c'était la zone interdite, avec capitale Bruxelles. Pour la petite histoire, Bruxelles a été également libérée le 3. Donc il fuyait vite quand même. Mais c'était un bis repetita de 1914-1918, puisque déjà les Allemands voulaient faire de la région du Nord une grande région allemande, avec la Belgique et le nord de la France.
Et donc, voilà, il y a quand même un peu des points de convergence entre les deux guerres et dans la façon dont l'Allemagne considérait qu'il fallait traiter la France. Donc la région du Nord, avait vocation à devenir une région allemande. Merci beaucoup Alain Cadet d'avoir Je vous en répondu à ces prie. questions.